da di la lam dum dee dee day da di la lam dum dee dee day da di lam dum da di la dee ding da di la dee dee dum dee da di la dee dee dum dee da dee dee day hum dee dee dum dum dee dee day hum dee dee dum dum dee dee day ha dee dum dum da dee dee day ding da dee la dee dee dum dee da dee la dee dee dum dee da dee dee day. Je me présente, Alexandre Pampalon, votre hôte. Le Québec est le berceau des cageux. Ce métier du 19e siècle, une source de fierté pour l'Outaouais. Partageons ensemble cette épopée maritime avec nos héros, les cageux, dans cette émission L'Outaouais légendaire. Je vous présente Isabelle Regout. Nous œuvrons tous les deux en médiation culturelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir de partager avec toi cet épisode. Et ça fait une belle décennie qu'on œuvre dans l'univers des cageux, donc un métier fascinant. Il faut dire qu'il rassemblait plus de 200 radeaux en cage ou train de bois qui étaient véhiculés ou navigués sur le fleuve qui partait de l'Outaouais pour aller à Québec. Quand on parle d'une cage, on parle d'environ de 7 000 à 8 000 tonnes de bois. C'est quand même impressionnant. Et les cageux ont été à l'origine de deux grandes industries au Canada, l'industrie forestière et l'industrie maritime. Quand on parle des chantiers navals, on a construit des vaisseaux, des bateaux grâce au bois transporté par les cageux. Et c'est ainsi qu'on a développé des chantiers maritimes tout au long du fleuve Saint-Laurent grâce à ce bois équarri qu'ils ont apporté. Et je souligne que l'Assemblée nationale du Québec, il y a très peu de temps, a adopté une motion à l'unanimité où ils reconnaissent l'importance des cageux comme grands personnages historiques du Québec. Dans cet épisode, on va découvrir des auteurs, des écrivains, des écrivaines qui ont hissé au rang de héros nationaux les cageux, ces fils de la forêt, et où on en a fait des surhommes, vraiment des héros qui étaient admirés et qui étaient d'une grande importance pour tout le 19e siècle. Donc, on se situe vraiment avant la Première Guerre mondiale. Après la guerre mondiale, évidemment, on est dans une autre réalité. C'est des héros du fer. On aime dire ça, Alexandre. Donc, les cageux sont des héros du bois. Dans cet épisode, nous glissons dans le courant des mots. Sais-tu d'où vient le mot déguédine? Non, pas du tout. Bien, en fait, dans les forêts, les bûcherons devaient dégager la neige d'autour des arbres. Et là, à ce moment-là, ils pouvaient couper. Mais au préalable, tu avais le foreman qui leur disait « ben, déguédine! » Alors, ils dégageaient le bas des arbres et là, ils coupaient. D'où le mot déguédine. Ah, parce que déguédine en anglais, c'est creuser, descendez plus bas. Mais en français, en québécois, ça veut dire déniaise. Ah, ben alors, on déguédine dans l'émission. Il faut remarquer que les cageux, au 19e siècle, vont vraiment être un trésor dans notre littérature canadienne-française. Et on a eu envie de sortir des couleurs, des saveurs qui sont vraiment propres à des beaux textes de chez nous. Alors, on parle de crémazie, de lemay, de fréchette, de taché. Alors, à suivre. Alors maintenant, parle-moi d'Octave Crémazie. Octave Crémazie est né à Québec. Il est décédé à Paris. Octave Crémazie, c'est un écrivain. Octave Crémazie, c'est un poète. Octave Crémazie, c'est un libraire. Mais derrière son arrière-boutique, c'est devenu, à partir de 1860, un cénacle où des grandes figures marquantes de la littérature se sont rencontrées. Et vous allez reconnaître des noms, Joseph-Charles Taché, Pamphile Lemay, on parle de Xavier Garneau, on parle de aussi Louis Fréchette et bien d'autres.
Donc, vous dire que c'est devenu un mouvement littéraire, c'est vraiment... Là, il y a un bouillonnement de réflexion qui se fait dans cette arrière-boutique. On va mettre un petit coup de projecteur sur un des ouvrages d'Octave Crémazie, qu'il a écrit en 1862, un poème qui s'appelle Le Chant des voyageurs et qui a été mis en musique par Antoine Desanne. Et c'est un poème, je dois dire, très dramatique parce que nos 30 voyageurs, nos 30 cageux vont mourir durant une traversée. Ils vont mourir noyés. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous lire un extrait où on va se retrouver au cœur de nos chantiers forestiers et maritimes et où le pin blanc est roi? Avec leurs aspects solennels, qu'ils sont beaux ces pins, dont les têtes semblent les colonnes du ciel, bravant la foudre et les tempêtes. Joseph Charles Taché a écrit des récits pittoresques sur les cageux. Peux-tu nous en glisser certains mots? Oui, avec plaisir. Joseph Charles Taché, en fait, est né à Kamouraska et il est vraiment une pépite dans notre littérature. Très jeune, à l'âge de 5 ans, il a perdu son père. Dans le début de la vingtaine, il est devenu médecin et il a exercé du côté de Rimouski. Et il a exercé son métier dans les chantiers forestiers qu'il a visités d'une façon régulière dans le Bas-Saint-Laurent et où il a rencontré également des Premières Nations. Donc, il va recueillir une essence de tradition, de culture, de récits qu'on va retrouver dans ses écrits ultérieurement. Monsieur Taché est également un parlementaire très respecté et il va avoir 2 missions importantes, représenter le Canada lors de l'Exposition universelle du Canada à Paris. Il y en a une en 1855 et l'autre en 1867. C'est en fait au moment où l'Acte d'Amérique du Nord britannique va être signé. C'est la création formelle de la Confédération canadienne. Et donc, dans cette exposition, il est le commissaire général et il va mettre vraiment l'emphase sur les cageux, sur l'industrie forestière. On voit le Canada comme empire forestier. Intéressant. Ben oui. Alors, Joseph Charles Taché va avoir une influence dans le mouvement littéraire parce qu'il va mettre en place un mensuel, les Soirées canadiennes, bien connu, et il va donc travailler beaucoup avec des écrivains d'ici. Et je vous dirais, un des livres qui retient notre attention, c'est Forestiers et voyageurs. Et dans ce livre-là, il y a une citation, je crois que tu nous as concoctée. Qui n'a pas passé des heures à voir ces trains de bois la nuit, alors que le brasier de leur vaste cambuse les illumine d'une étrange lumière, alors que les hommes de cage qui marchent, qui rament ou dansent au son de la voix ou du violon, apparaissent dans le clair-obscur comme autant d'êtres fantastiques faisant sorcellerie sur l'eau. Parlons de notre prochain écrivain, Pamphile Lumé, qui était archiviste. On a nommé la Bibliothèque du Parlement en son nom. Pourrais-tu nous en parler? Pamphile Lemay est né à Lobinière en 1837 et on va parler de son ouvrage le plus important, Le Pèlerin de Sainte-Anne. Et Le Pèlerin de Sainte-Anne, en fait, va être écrit quelques années après Les Misérables de Victor Hugo. Je vous en parle parce qu'il y a vraiment des thèmes qu'on va retrouver dans le récit de Pamphile Lemay. Et un de ces thèmes, c'est on retrouve un orphelin qui va vraiment vivre des situations déshumanisantes. Et au fil de l'histoire, notre cageux, parce qu'on va découvrir que ce garçon va exercer le métier de cageux, il va retrouver sa sœur cadette et qu'il va apporter à bord d'une cage sur le fleuve Saint-Laurent pour l'éloigner du danger. Il n'y aurait pas 2 versions du livre? C'est vrai, Pamphile Lemay a une version originale du livre et il y a une version influencée par la censure religieuse. Alors, pourquoi? En fait, on va amener notre personnage, le cageux, il va être cloué dans le silence. L'auteur va le rendre muet parce qu'il aura proféré des jurons. Et à l'époque, les cageux sont reconnus pour être grivois, des fêtards. Ça bouge pas mal. Donc,
En fait, on n'est pas étonné de voir ce personnage tomber dans ses coutumes de cage et on va découvrir pendant l'histoire s'il va retrouver sa parole. Mais est-ce que tu aurais un extrait à nous lire, Alexandre? La cage descendait toujours. Elle passa devant la pointe du Platon, les côtes de la rive sud formant un amphithéâtre. La cage noire parut sur le fleuve d'argent comme un trait de plume sur une feuille blanche. Il y a aussi Louis Fréchette, qui est né à Lévis. En fait, il a passé son enfance immergé dans cette histoire des Cageux. Peux-tu nous parler de ces récits en lien avec les Cageux? Bien sûr. Louis Fréchette, pour donner un petit profil de sa vie, il est devenu avocat, mais il a vraiment marqué notre littérature. C'était un écrivain important. En fait, c'est le premier écrivain à recevoir un prix de l'Académie française. Donc, c'est vraiment notable. Prestigieux. Prestigieux, et il va par la suite porter vraiment cette désignation de poète national du Québec. Mais donc, pour vous donner un clin d'œil, il va avoir un personnage central dans ses récits, ses contes. On parle de Joe Violon. Et il est très humble quand il parle de Joe Violon, en ce sens qu'il a été inspiré par un personnage réel, et Joe Violon était un cageux. Donc, il va chanter des chansons de cage, il va parler des aventures et des voyages incroyables des cageux. Donc, voilà notre Louis Fréchette qui vient mettre en forme, en mots, l'existence de nos cageux sur le fleuve Saint-Laurent et qui arrivait, évidemment, à Lévis dans son cas. Alors, je pense que tu as un extrait pour nous, Alexandre. Un soir, une grande et belle cage avait fait son entrée dans l'anse. J'entendis un de mes voisins: « C'est Baptiste Lachapelle, c'est sûr et certain, je l'ai entendu chanter au large. » Je suppliais ma grand-mère et je partais pour la cage. J'arrivais le premier sur cette fameuse cage, commandée par Baptiste Lachapelle. L'hymne national du Canada a été écrit par Adolphe Bazin-Gauthier sur une musique de Calixa Lavallée. On sait qu'il a passé son enfance à Sainte-Placide, à côté du lac des Deux-Montagnes. Il a côtoyé les Cageux sur le fleuve et nous a laissé une mémoire. Pourrais-tu nous en lire un extrait? Avec plaisir. Je ne pouvais me lasser d'entendre les voix des Cageux, robustes et très belles. Leur grand convoi de bois progressait avec lenteur sur les eaux comme une imposante procession de navires plus grands que des transatlantiques géants. Je dirais que William Chapman, dans le même registre, élève les Cageux comme des demi-dieux. Et ça, c'est dans son poème intitulé « Radeau ». Alors, c'est assez clair, on est dans les paysages maritimes des Cageux qui sont omniprésents au 19e siècle. Et les Cageux sont à la fois redoutés et admirés parce que c'est quand même des forces de la nature, des surhommes. Ils font des exploits qu'on relate dans nos chaumières. Et je vous dirais qu'on leur donne aussi un petit côté espiègle. Si je pense à Gaétane de Montreuil dans ses contes de Noël, qui va parler des Cageux d'une façon cocasse, et aussi Louis-Joseph Doucet, qui est poète, et qui va parler des Cageux, mais d'une façon un peu grivoise, je dirais. Mais en fait, c'est ça, nos Cageux. C'est toute cette couleur qui les entoure, ça fascine les gens. On n'ose pas les côtoyer, mais en même temps, ils font partie de notre ADN. Alors, j'ai envie de dire que personne n'est indifférent avec les Cageux. Personne indifférent? Et le prince de Galles, qu'est-ce qu'il en pense? Mais Alexandre, tu saurais mieux dire parce que le prince de Galles, en fait, est venu en 1860 et il est venu spécifiquement pour inaugurer le pont Victoria et aussi poser la première pierre du Parlement d'Ottawa. Sa mère avait été invitée, la reine Victoria, mais qui a décliné l'invitation et qui a envoyé son fils aîné au Canada, jeune fringant de 19 ans. Et voilà qu'en allant à Ottawa, il découvre le berceau des Raffman, le berceau des Cageux. C'est vraiment
un lieu où l'industrie forestière est dominante. C'est la première économie du Canada, il faut le comprendre, du Dominion du Canada. Donc, ils voient nos cageux qui descendent les glissoires et qui réassemblent les cages au pied du Parlement, qui n'est pas encore là, en fait, je dirais, du Barrack Hill. Alors, si on se met dans l'espace, il faut comprendre que là, notre prince a voulu faire une descente aussi dans un glissoire. Et donc, on a accommodé le prince, on a vraiment fait ses caprices. Et il s'est retrouvé à bord d'un radeau descendre doucement avec d'autres rafman, parce qu'on a évidemment assuré sa sécurité. Mais dire à l'époque, ça a fait le chou gras des journaux. On a parlé de ça à Londres, on a parlé de ça ici, bien entendu, que le prince avait monté à bord d'un radeau. Et cette tradition s'est maintenue parce que visiblement, il en a parlé à son fils. Et plusieurs années plus tard, en 1901, parce que notre prince de Galles est devenu le roi Édouard VII, le fils d'Édouard VII est venu au Canada en 1901 et il a demandé, et donc ça a été planifié, qu'il fasse une descente d'un radeau dans un glissoire. Est-ce pas fabuleux? Donc même eux ont été intrigués par nos cageux. Il faut dire qu'il y a eu un échange. Ils ont échangé la rame pour la plume pour offrir un présent écrit au prince de Galles sur une écorce de bouleau. C'est vrai. Alors on découvre ça ensemble. Nous, les cageux du Haut-Outaouais, formant ce corps de 13 000 hommes, les os et les tendons du Canada, nous nous réjouissons de rencontrer Son Altesse royale sur un radeau pour vous offrir notre vigoureuse bienvenue. Les cageux continuent à nous inspirer jusqu'à aujourd'hui. Nous vous partageons un extrait d'un poème primé par la MRC de Dautré dans l'Anodière. Le poète n'est nul autre que notre cageux des temps modernes, Alexandre Pampalon, qui vous le met en voix. Entre les lignes. Vus des airs, les billots équarris tracent leurs lignes sur les radeaux qui se désagrègent au supplice du vent, brassés par la tempête, les assommant les uns contre les autres. Le train de bois épouse les vagues et se débat comme un poisson frétillant, prêt pêché déboussolé hors de l'eau. Les billes bouillonnent, éclatent verticales, debout au garde-à-vous. Ces soldats massifs des forêts, réduits à l'allure de petites allumettes, qui dames, qui dansent, se sont enlacés passionnément dans le courant volcanique de l'éruption de cette furie. Sur cette feuille qui s'enligne, la plume fait gaffe de ne pas dépasser la ligne. Entre les lignes, l'eau s'infiltre. Entre les billes, l'eau s'infiltre. Entre les radeaux, les hommes tombent à l'eau qui s'infiltre. Entre les lignes, j'écris ces mots. Entre les lignes, les mots disparaissent. L'encre n'adhère plus. L'encre ne s'accroche plus. Les âmes des mots sont des fantômes sur la page. Entre les lignes. Les auteurs étrangers ont aussi parlé des cageux. Absolument, Alexandre. Et là, j'ai envie de nous mettre à l'ère victorienne, parce que la reine Victoria va régner pendant 63 ans. C'est un très long règne. On va parler que l'Angleterre est la tête de proue de la révolution industrielle. Et donc, durant l'ère victorienne, c'est vraiment une période de progrès intense, d'industrialisation importante. Et donc, ça va marquer aussi l'art des courants artistiques et littéraires. Et c'est là où on va plonger, on va découvrir Charles Dickens, qui va être l'écrivain britannique le plus important durant l'ère victorienne. Et il est vraiment préoccupé par les conditions sociales de l'époque, parce qu'on peut mettre en parallèle l'industrialisation vient aussi avec les ouvriers dans les usines. Et donc, il dénonce, il s'engage dans ses écrits, il met au grand jour les situations problématiques là, que vivent les gens ordinaires.
Et donc, Charles Dickens va venir au Canada. Il va laisser un écrit qui s'appelle American Note de 1892 et il va croiser des cages sur le fleuve Saint-Laurent. Lui, en fait, ne va pas tant se préoccuper des conditions et le mode de vie des cageux, mais il est plutôt étonné de découvrir ça sur notre fleuve Saint-Laurent. Et il faut comprendre que l'Outaouais va livrer 80 à 90 des pains blancs qui vont servir pour la marine marchande à Québec, donc livrés à Québec pour ensuite être chargés dans des vaisseaux, vaisseaux qui vont partir vers Liverpool, Glasgow, Londres. Donc, le fleuve, évidemment, reçoit les cages de l'Outaouais. Il faut vraiment voir l'Outaouais comme étant le lieu où c'est le commerce, ça surchauffe ici. Et ça surchauffe parce qu'on a un client, le client, c'est l'Angleterre qui a besoin de ce bois-là. Donc, Charles Dickens va parler dans American Note des cages et on découvre ça ensemble. Lis-nous un extrait. Je fus époustouflé de voir un gigantesque radeau flottant au gré du courant, avec 30 ou 40 maisonnettes à bord et autant de mâts, de sorte que cela s'apparentait à une avenue pavée en bois sur le Saint-Laurent. En fait, ce n'est pas tout, Isabelle. La pièce de résistance, c'est Jules Verne. Car Jules Verne, malgré qu'il soit français, il est dans l'ère victorienne dans ses écrits. Et ce qui l'anime, c'est la technologie, les voyages extraordinaires. D'ailleurs, un de ses livres, c'est toujours écrit « Voyages extraordinaires ». Et particulièrement dans certains de ses romans, il mentionne la présence de radeaux, comme dans le Chancellor, la Jangada. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est la famille sans nom. Dans la famille sans nom, on se retrouve sur une cage avec une description assez spéciale. Et aussi, il y a des personnages qui mentionnent des auteurs canadiens-français. Alors, si je comprends bien, Alexandre, par les lunettes du personnage de Jules Verne, on redécouvre les auteurs dont on a parlé aujourd'hui, dont les Lemay, les Fréchette, les Chapman. C'est fascinant quand même. En fait, dans l'extrait que je vais vous lire tout à l'heure, on voit qu'il nous transporte pendant l'ère des Cageux sur les chutes des Chaudières en Outaouais. En Outaouais. Il mentionne la rivière des Outaouais. Il mentionne la rivière des Outaouais dans cet extrait. Incroyable. On appelle cage en Canada des trains de bois composés de cribes. Elle est composée de troncs qui ont été équarris aux chutes des Chaudières sur la rivière des Outaouais. De ces trains, il en descend des milliers depuis le mois d'avril au milieu d'octobre, évitant les sauts et les rapides au moyen de glissoires à forte pente. En fait, Isabelle, il y avait quelque chose qui t'intriguait dans cet récit de Jules Verne de la famille sans nom. Peux-tu nous en parler? Dans la famille sans nom, ça se passe à l'ère des Patriotes. Et imaginez qu'à l'ère des Patriotes, donc on a nos patriotes qui sont en train de s'organiser pour affronter les militaires britanniques. Et donc, Jules Verne vient apporter du croustillant dans son récit parce qu'il va parler que les cageux vont transporter sur les cages, imaginez des munitions, alors du plomb, des armes à bord des trains de bois pour les transporter à des endroits stratégiques où ils veulent vraiment, finalement, faire front commun. Alors, c'est intéressant parce que, et c'est l'ironie de l'histoire, parce que les trains de bois vont servir à l'Angleterre, mais d'un autre côté, on a compris que les trains de bois, c'est tellement grand, on parle d'un demi-kilomètre de long par 60 mètres de large. Les Patriotes, ils vont cacher des éléments stratégiques sur leur train de bois. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, donc ça passe inaperçu. C'est vraiment là, la couronne britannique en parallèle avec l'ère des Cageux. C'est important d'en prendre conscience. Et une chose qui est vraiment utile de voir, comment tout ça, ça s'est arrimé. En fait, l'Angleterre est venue s'approvisionner en bois chez nous,
en Amérique du Nord, et ça, tout le 19e siècle. C'est comme ça que l'ère des cageux a levé, donc on avait besoin de bois, et les cageux transportaient le bois. Je ne sais pas si tu te rappelles d'une expression qu'on apprenait à la petite école, « Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique ». Te rappelles-tu? Bien, parce qu'il y avait beaucoup de colonies à travers la planète. Exactement, tout autour de la boule. Et donc, on a besoin des vaisseaux de bois pour ça. Et donc, la couronne anglaise doit alimenter ses chantiers navals, autant pour la marine marchande que pour sa marine de guerre, donc la Royal Navy. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Je reviens un instant sur le blocus de Napoléon, parce que Napoléon a établi une stratégie économique pour contrer l'Angleterre, vraiment pour étouffer économiquement l'Angleterre. L'Angleterre allait s'approvisionner en bois dans les mers Baltiques. Donc, lorsque Napoléon impose son blocus en 1806, voilà que l'Angleterre doit se tourner vers ses colonies. Alors, il va se tourner vers l'Amérique du Nord, britannique. Et il faut comprendre, à l'époque, la carte est un peu différente. Ça va inclure aussi la Nouvelle-Angleterre. Mais après l'indépendance américaine, tout ce commerce du bois va vraiment migrer vers le nord, du côté du fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent est vraiment une artère commerciale de haute importance. Et donc, les cageux vont livrer le bois vers Québec, qui est le troisième port d'importance à l'époque. Donc, on est vraiment dans une surchauffe au niveau du commerce du bois. Donc, cette industrie est la première industrie du Canada et c'est là où les banques, c'est là où vraiment il y a des enjeux économiques importants qui vont se mettre en place et qui vont former, en fait, les bases du Canada. Merci d'avoir pris part à cet épisode de l'Outaouais légendaire. Durant cet épisode, on a découvert des écrivains et des écrivaines qui ont marqué l'importance de la présence des cageux sur nos cours d'eau du Québec. Alors, merci d'avoir été avec nous. Laissez draver les cageux, bing, saring, bing, bang. À printemps suivant, sont encagés. Printemps suivant, sont encagés. Un bon 100 ans, ça a bien duré. Bing, slaring, bang, slarang. Laissez draver les cageux, bing, slaring, bing, bang. Et puis on les a oubliés, et puis on les a oubliés. Comme notre grand jour et notre passé. Bing, slaring, bang, slarang. Laissez passer les cageux, bing, slaring, bing, bang.